Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. On est ravis de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Et figurez-vous que nous allons parler de 4 sujets dont on espère qu'ils vont vous intéresser. Ça commence demain, ça va durer 9 jours, c'est le salon de l'agriculture. Et un sondage publié ce matin dans le Figaro dit que 85% des Français aiment leurs paysans. Et pourtant, qu'est-ce qu'on la critique, cette agriculture qu'on trouve trop industrielle, trop consommatrice de pesticides, etc. Alors on vous interrogera là-dessus. Est-ce que vous avez envie d'y aller à ce salon de l'agriculture? Et puis globalement, qu'est-ce que vous pensez de nos paysans? Nous allons parler aussi de ces jeunes facétieux qui sont entrés dans des mairies à Paris et à Lyon pour décrocher le portrait du président de la République parce qu'il n'en fait pas assez sur le climat. Et tous ces activistes, est-ce qu'ils en font trop? On en parlera. Nous parlerons aussi de la loi contre l'antisémitisme, une nouvelle loi annoncée cette semaine par le président de la République. Cette loi va forcément limiter l'expression sur ce sujet. Est-ce inévitable? Est-ce souhaitable? Est-ce regrettable? On en parlera. Et puis nous parlerons de cette initiative. Le breakdance et aussi le skateboard ou le surf vont faire leur entrée, sans doute, aux prochains Jeux Olympiques, en tout cas à ceux de 2024 qui auront lieu à Paris. Est-ce que c'est une bonne idée ou un jeunisme hors de propos? Eh bien, nous en parlerons avec nos 4 invités. Bonsoir Laurence Marchand-Taillade. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans Point de Vue. Vous êtes essayiste. Vous présidez votre propre mouvement politique, Force laïque, que vous avez créé après avoir eu des responsabilités à l'UDF et au Parti radical de gauche. Votre dernier livre, L'urgence laïque, a été publié aux éditions Michalon. Bonsoir Bertrand Perrier. Bonsoir. Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous êtes aussi professeur d'art oratoire, comme le grand public le sait depuis la diffusion du documentaire À voix haute. C'était en 2016 sur France 2. Et votre dernier ouvrage, La parole est un sport de combat, a été publié chez Lattès. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures. Votre dernier livre, qui désormais est bien connu des internautes de Figaro Live, La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, est publié chez Desclés de Brouwer. Et puis Adrien Matou est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, vous êtes journaliste politique à Marianne et votre magazine consacre sa une cette semaine à l'antisémitisme et à la quenellisation des esprits, allusion à cette fameuse quenelle rendue tristement célèbre par Dieudonné. On va parler, si vous le voulez bien, pour commencer, du salon de l'agriculture que le président de la République inaugurera demain. On ne sait pas combien de temps il y passera, peut-être autant de temps qu'au grand débat, on verra. Et puis c'est l'occasion pour le Figaro de ce matin de publier un sondage, donc Odoxa d'Ensu Consulting, qui montre que 85% des Français expriment une opinion positive, bonne, voire très bonne, des agriculteurs. Alors ça, évidemment, ça fait plaisir à l'agriculteur en chef, le ministre Didier Guillaume. C'est vrai que la France est la 4e puissance agricole du monde. Oui, 4e puissance agricole du monde. Et il faut en être très fier. Vous savez, trop souvent, on critique, on montre du doigt, on fait la théorie du bouc émissaire, alors qu'il faut réconcilier. Réconcilier 2 mondes. Réconcilier le monde parisien, bobo, intello, et le monde paysan, rural, qui fait beaucoup pour le tourisme. Pour que les bobos mangent. Mais évidemment, et qui fournit une agriculture de qualité. Et c'est très important. Et moi, j'étais très heureux de voir justement ce sondage où les Français aiment leurs agriculteurs et aiment leur agriculture. Adrien Matou, je ne sais pas si vous êtes un Parisien, un bobo, un télo. Ça dépend pour qui. Hein. Ça dépend pour qui, mais est-ce que vous avez envie d'aller au salon de l'agriculture? Bah oui, pourquoi pas. Mais je pense que votre sondage montre très bien en fait que les Français comprennent très bien que les agriculteurs ne sont pas les responsables de la mauvaise qualité de l'alimentation ou du côté productiviste, etc. Ils sont plus les victimes d'un système, à mon avis. Et c'est bien reflété par votre sondage. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir d'opposer les bobos, parce qu'on aime bien leur taper dessus, mais il y a beaucoup de bobos que je connais qui sont très attachés au circuit court, au local, etc. Alors c'est vrai que ça fait un peu rire parce qu'ils sont déconnectés, mais ce n'est pas forcément les pires ennemis des agriculteurs. On vous pose la question sur Twitter. Avez-vous envie d'aller au salon de l'agriculture? Et vous êtes 75% à nous répondre non. Guillaume Bernard, vous ne vivez pas à Paris, vous vivez à La Roche-sur-Yon, j'imagine, ou en tout cas à côté, si c'est là que vous enseignez. Dans le bocage, monsieur. Dans le bocage vendéen. Est-ce que vous vous sentez proche des paysans de ce pays? Oui, proche des paysans, oui, bien sûr. Moi, je n'irai pas au salon de l'agriculture parce qu'il y a deux catégories de personnes qui y vont.
je crois, c'est les professionnels, et c'est naturel qu'ils y aillent, évidemment, les professionnels de la matière, et puis ceux qui ont envie, là je vais peut-être faire un peu je dirais, de populisme de bas étage, ceux qui ont envie de découvrir la campagne, mais à Paris. Or moi, effectivement, j'avoue que la campagne, je la connais sinon très bien, disons, elle est très proche de chez moi, et par conséquent, effectivement, je crois que c'est un point important de comprendre que l'agriculture, c'est le paysage, c'est l'aménagement du territoire, c'est, et ça je crois que c'est très important, la question de toute une vie sociale réelle qui doit être maintenue, le localisme, bien sûr, la production locale, la consommation avec des circuits courts, ça me paraît incontestablement une nécessité. Et c'est sûr que les agriculteurs, on les a poussés à faire de l'intensif, alors qu'incontestablement, on a besoin de produits de qualité et que c'est par des circuits courts et par, je dirais, la possibilité qu'ils ont d'écouler leurs marchandises, je dirais, auprès des populations qui les entourent, que, eh bien, on pourra sauver ces paysans qui sont dans une situation économique quand même extrêmement difficile. Laurence Marchand-Taillade, les deux intervenants précédents disaient qu'un peu les agriculteurs étaient des victimes du système. Oui. Sauf qu'ils assument assez bien leurs pratiques. Par exemple, leur principal syndicat dit le glyphosate, on n'a jamais pu prouver que c'était aussi nocif que certains le disent. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. À votre avis, ils sont comment ces agriculteurs ? Ils sont victimes du système ou ils sont mal compris ? Alors, être victime du système, ce n'est pas uniquement être victime des lobbies. Hein, et on le voit, les lobbies ont un très très fort pouvoir dans notre pays, notamment lorsqu'il s'agit de l'agriculture. Mais il faut pas. Je pense, il faut pas. Il faut pas. Fabricants de, mais bien sûr, des fabricants de pesticides, mais aussi de graines en règle générale. Oui. Les écologistes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais je pense que là où il faut aussi être très attentif, c'est que la condition agricole, elle est aussi très largement impliquée par la façon dont les agriculteurs sont les victimes de l'industrie agroalimentaire, sont les victimes aussi de la grande distribution, puisqu'il y a aussi le problème de la fixation des prix et le fait qu'il y a quand même 30% d'agriculteurs qui vivent avec moins de 350 € par mois. Et ça, il faut le dire, parce que tous les 2 jours, on a le suicide d'un agriculteur en France, parce qu'il ne peut plus rembourser les dettes qui ont été contractées, notamment pour se mettre à des normes européennes qui sont souvent technocratiques et qui n'ont pas été réfléchies. Donc, si on veut vraiment s'intéresser à la condition agricole, il va falloir déjà s'intéresser à l'Europe, à la façon dont l'Europe érige des normes, à la façon dont l'Europe est dirigée et aussi à la façon dont l'Europe dirige sur le plan politique sa politique. C'est-à-dire qu'on a une Europe aujourd'hui qui n'est ni sociale, ni environnementale, et il va falloir qu'il y ait cette alliance européenne pour que les agriculteurs européens puissent vivre de leurs pratiques, parce qu'aujourd'hui les Français sont les victimes directes de la concurrence d'autres pays qui n'ont pas par exemple de SMIC, et donc dès lors que la main-d'œuvre est trop élevée, eh bien on a en réalité une inégalité, une concurrence intra-européenne qui en plus va jouer contre nous sur le plan international. Bertrand Fardier, quel paradoxe d'une profession à la fois aussi populaire, aussi aimée et aussi malheureuse. Oui, alors il y a dans le Salon de l'agriculture une sorte de vitrine annuelle pour les Parisiens des richesses du terroir, de l'agriculture. C'est un peu la ferme de Marie-Antoinette, hein. On vient regarder des animaux qu'on voit en général dans son assiette, on les voit en vrai, on emmène les enfants. Enfin, moi je me dis tous les ans que je vais y aller et puis à la fois j'y vais pas. Mais cette fois-ci peut-être que je vais vraiment y aller. Non, je crois que c'est un moment qui cristallise un peu toute la France, les terroirs, la lutte politique, parce que c'est évidemment un moment de cristallisation aussi. On va effectivement voir, vous le disiez, combien de temps Emmanuel Macron va rester, puis il va y avoir Marine Le Pen, puis tout le monde va aller défiler, et ça va être un Barnum absolument invraisemblable. N'oublions pas en effet que derrière cette vitrine du monde agricole, qui est plutôt festive, plutôt parfois revendicative, mais il y a aussi, ils sont là une semaine par an, mais les 51 autres semaines, ils sont là à lutter avec la MSA, les mutuelles, à lutter contre... Enfin, ils n'ont pas de vacances, ils ont des revenus difficiles, ils ont des problèmes avec les politiques agricoles communes au niveau communautaire. Donc, n'oublions pas que c'est une semaine de fête pour parfois 51 semaines de grandes difficultés pour les agriculteurs. En regardant ce sondage du Figaro, je me disais, il y a peut-être un paradoxe, parce que les agriculteurs sont très populaires, mais parmi eux, il y a les éleveurs. Or, ce qu'on appelle le véganisme, c'est-à-dire le refus de la viande, est en train de gagner de la place dans l'opinion. Est-ce que vous y voyez aussi une forme de contradiction ? Comment vous expliquez ça ?
Il y a surtout, il y a quelques semaines, quelques mois, des actes de véganisme, de dégradation de boutiques, de boucheries. Donc ça, c'est absolument condamnable et inacceptable. Le véganisme, c'est un peu comme la religion. Dès lors qu'on n'impose pas à tout le monde sa pratique, tout va bien. Dès lors qu'on devient un intégriste et qu'on considère que tout le monde doit s'arrêter de manger de la viande ou du poisson, là, ça devient un vrai problème. Il faut aussi noter que le véganisme, on a beau en entendre beaucoup parler dans la rédaction parisienne, c'est quelque chose qui apparaît un petit peu incongru aux yeux de l'extrême majorité de la population quand même, dans sa forme radicalisée en tout cas. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter de la viande, donc des tribunes par exemple, comme il y a eu il y a quelques mois, de personnalités qui disaient ne mangez pas de viande le lundi, je trouve que c'est quand même un petit peu déplacé. Non mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu L214, il y a eu beaucoup de choses autour du monde agricole dans ces derniers mois, dans cette dernière année, mais c'est vrai qu'on a moins que par le passé, je trouve, ces crises tarifaires où on voyait des manifestations sur le lait, où on voyait des manifestations sur le prix de la viande. On a un peu l'impression, mais probablement c'est une impression qui est fausse, parce que bah oui, j'habite à Paris et que je ne suis pas aux prises régulièrement avec ce monde-là, mais on a l'impression qu'il y a moins de révoltes tarifaires qu'il y a eu par le passé dans le monde agricole. Ça ne veut pas dire que la situation est devenue rose, je l'entends évidemment. Et en fait, ce n'est pas seulement une impression, parce qu'en toute confraternité, on renvoie nos internautes au dossier de nos confrères des Échos de ce matin, qui explique effectivement que la situation des agriculteurs s'améliore plutôt, notamment parce que les cours sont plutôt mieux orientés. Guillaume Bernard. Oui, c'est bien possible pour certaines marchandises, mais en revanche, il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, et s'il y a de moins en moins de révoltes, c'est aussi peut-être le fait que, eh bien, tout simplement, c'est une population active qui est en disparition, alors que c'est quand même, je dirais, ce qui fait le tissu social, ce qui fait le maillage du territoire. On ne peut quand même pas envisager sérieusement qu'il y ait une métropolisation à outrance et qu'il y ait une disparition, je dirais, de tout ce qui fait ce qu'on appelle la France périphérique ou ce qui est tout simplement la France, la France rurale. Mais ce qui Donc fait là, les paysages aussi, voilà. c'est très important. Eh bien, sur ce discours unanime de soutien à nos agriculteurs, on va passer à un autre sujet. Ce matin, des militants de la lutte contre le réchauffement climatique sont entrés dans la mairie du 5e arrondissement de Paris, dans une mairie lyonnaise aussi, pour y décrocher le portrait d'Emmanuel Macron. On va écouter la porte-parole de ce mouvement. S'ils ont enlevé le portrait d'Emmanuel Macron, ce n'est pas pour l'accrocher au-dessus de leur lit. Ce mur vide qu'on a laissé à la place du portrait du président Macron, ça illustre le vide de la politique climatique et sociale de ces pays, qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux du moment et pas du tout à la hauteur de l'enjeu climatique et social. Et alors, dans le registre des actions symboliques, il y a aussi des appels réguliers des jeunes étudiants et des lycéens aussi à manifester contre le réchauffement climatique. Ce mouvement a une égérie, c'est Greta Thunberg, qui est une jeune fille de 16 ans dont on a fait la connaissance lors de la dernière COP. Et vous allez voir, elle est jeune, mais elle a déjà tout d'une grande militante. Is it too much pressure? Yes, it is. We kids shouldn't have to do this. I wish that the adults would take their responsibility and do this instead, but since no one's doing anything, we have to. Bon, c'est là qu'on voit que l'enseignement de l'anglais en France peut encore faire des progrès par rapport à ce qui peut se passer en Suède. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Est-ce que toutes ces initiatives, ça sert à quelque chose, ou est-ce que c'est juste de la com, Laurence Marchand-Taillade ? Manifestement, puisque c'est repris aujourd'hui par votre rédaction, ça sert à quelque chose, on en parle un peu. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on est dans une action qui n'est pas tout à fait légale. Hein. On ne s'introduit pas comme ça dans une mairie pour retirer même le portrait de M. Macron. Même si on ne l'aime pas, pour moi, c'est limite. Oui, il y a des problèmes dans la façon dont la politique est gérée en France, notamment concernant la transition énergétique. On le voit notamment en ce qui concerne la taxation carbone, où finalement 20% de cette taxation a été réattribuée à la transition énergétique. Ce qui d'ailleurs, on le voit bien, ces jeunes d'ailleurs ont mis des gilets jaunes, et là c'est très représentatif. Il faut se rappeler quel a été le déclencheur des gilets jaunes, c'est justement cette histoire de taxation carbone. Et si on veut un réel consentement à l'impôt, il faut qu'un impôt soit réattribué directement à ceux vers quoi il est fléché. Là, 20% uniquement, inévitablement, il y a non-consentement à l'impôt, et il y a même colère, puisqu'on considère que finalement, eh bien, c'est une taxation pour une taxation. Donc oui, il y a un problème en France
France avec ça. Oui, il va falloir aller plus vite, notamment sur tout ce qui est économie d'énergie, parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur ces questions-là, sur la façon dont on taxe aussi les entreprises qui aujourd'hui sont des entreprises polluantes, qui ne réinvestissent pas suffisamment dans la recherche et le développement, et peut-être réfléchir aussi à une nouvelle façon d'orienter la TVA, puisque ça a été aussi une des revendications des Gilets jaunes, sur la façon dont les produits peuvent polluer, et à ce moment-là, peut-être taxer davantage les produits polluants par rapport à des produits qui seraient plus responsables sur le plan social et écologique. Dans la série des initiatives du moment, on aurait pu aussi parler de ces 4 ONG qui ont fait signer une pétition qui a rencontré un grand succès et qui veulent attaquer l'État en justice pour inaction climatique. Et en même temps, Adrien Matou, la France est quand même l'un des pays du monde qui pollue le moins, notamment grâce au nucléaire. Donc, est-ce que tout ça, c'est pas un peu de l'autoflagellation ? Je dirais, déjà, il ne faut pas tout mélanger, parce que c'est vrai qu'on a les marches, on a les pétitions, on a les gens qui rentrent dans les mairies. Donc on avait aussi les actions coup de poing de Greenpeace qui étaient quand même d'un niveau de violence un peu plus élevé que le fait d'enlever un important dans une mairie, même si c'est illégal. Oui, notamment en entrant dans des centrales nucléaires. Oui, voilà, par exemple. Ouais. Donc c'était quand même un degré supérieur. Bon, après, alors moi je trouvais effectivement que la pétition qui visait à attaquer la France était... Alors en plus, déjà, d'une part, c'est très facile de signer une pétition. On se donne une espèce de grandeur morale assez facile en signant une pétition et ça n'engage à rien. En plus, ça n'avait pas forcément de sens d'attaquer la France, vu qu'effectivement, on est plutôt le bon élève en termes écologiques. Après, ceci dit, moi j'insisterais plutôt sur les manifestations. Ça révèle quand même que la conscience écologique et écologiste est plus élevée chez les jeunes générations. Et c'est une manière de mettre la pression sur les gouvernements en estimant que effectivement, ce qui est fait n'est pas à la hauteur. C'est vrai que même si la France n'est pas un mauvais élève, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'est pas exceptionnellement écologique dans son action, quoi. Donc je pense que c'est une manière comme une autre de mettre la pression et de dire voilà, les gens qui veulent que la politique soit plus écologique, ils existent. Cette pétition, intitulée « L'affaire du siècle » pour parler du réchauffement climatique, elle a recueilli plus de 2 millions de signatures. Guillaume Bernard, est-ce que vous l'avez signée ou est-ce que vous l'auriez signée, cette pétition ? Non. Non, parce que je crois que derrière des enjeux qui sont parfaitement réels et importants, il y a en fait une idéologie qui ne me satisfait pas. Je vais essayer de le développer un instant. Je crois qu'il faut effectivement rappeler que dans la pollution dans le monde entier, la France n'est quand même pas, je dirais, le principal coupable. Bon. Et que donc, le fait que ces jeunes aient arboré des gilets jaunes, c'est peut-être pour se faire remarquer, mais ça ne... me semble-t-il, ça ne correspond pas du tout à la réalité de ce qu'est ce mouvement, justement, qui cherche à mettre en exergue le fait qu'il y a une distorsion réelle entre le niveau de taxation, qui est déjà spoliateur et étouffant, et puis la réalité des services publics qui sont assurés avec ce niveau-là des choses. Donc ce n'est pas en rajoutant, je dirais, de la taxation que l'on va résoudre le problème de la vie sociale. Ensuite, je crois qu'il y a, et pardon d'y revenir, on avait déjà abordé ce sujet-là dans une précédente émission, mais je sais qu'il est impossible aujourd'hui de dire, quasiment impossible de dire, le fait que, bien entendu, les activités humaines ont sans doute une responsabilité dans le réchauffement climatique, dans la pollution, mais enfin, dans le réchauffement climatique, il y a sans doute une relation, enfin une corrélation avec les activités humaines, mais il n'y a pas de relation de cause à effet à 100%. Je suis au regret de le dire, je sais bien que je passe pour un rétrograde à dire ça, mais enfin, tout de même, je veux dire, il est quand même possible, enfin, je veux dire, on sait très bien que dans l'histoire, il y a eu des variations climatiques qui ont été dues à d'autres choses qu'aux activités humaines et à l'industrialisation. Alors, je continue à défendre l'agriculture biologique, l'agriculture naturelle, donc je ne suis pas un parangon de l'industrialisation, mais enfin, tout de même, et je crois qu'il faut revenir un tout petit peu les pieds sur terre, il n'est absolument pas définitivement prouvé qu'il y a une relation de cause à effet absolue entre les activités humaines et l'augmentation et le réchauffement climatique. Il me semble que derrière, je dirais, ces prises de position, il y a le risque qu'il y ait une idéologie malthusienne qui soit à l'œuvre. Alors je ne dis pas qu'évidemment ils sont conscients de cela et qu'ils l'assument, mais il y a un certain nombre de personnes qui nous expliquent que pour éviter la pollution, il faut avoir moins d'enfants. Ça me paraît évidemment être totalement suicidaire et démographiquement pour la France et même pour l'humanité. Et donc ce malthusianisme-là, je ne peux évidemment pas l'approuver.
Alors, on vous a posé la question sur Twitter, les militants de la lutte contre le réchauffement climatique en font-ils trop? C'est assez partagé, mais il y a une petite majorité qui considère que non, à 53%. On rappelle que ce n'est pas un sondage, hein, ce sont les gens qui sont en train de nous suivre, qui s'expriment. Il y a Babino qui nous dit « Il y a une hiérarchie dans les urgences. Je trouve que l'urgence sociale passe avant l'urgence climatique. Les gilets jaunes en sont la preuve. » Et puis il y a Jean-Michel qui me reprend en disant « Non, on ne peut pas dire que la France pollue moins. Le nucléaire est polluant. C'est même une pollution éternelle. La France ne se donne tout simplement pas les moyens. » Alors c'est vrai que le nucléaire pose le problème du retraitement des déchets et de ce qu'on va en faire, mais on va dire qu'en temps réel, ça émet moins de gaz à effet de serre que les énergies carbonées. Il y a une réaction intéressante quand même chez votre internaute, c'est qu'on oppose l'urgence sociale et l'urgence écologiste, alors qu'à mon sens, elles sont liées. Je vais vous donner un exemple. La fin de mois avant la fin du monde. Oui, mais en réalité, il y a un exemple très frappant. C'est la question de la rénovation de la construction, de l'urbanisme, ou les normes environnementales de construction. Si on a des normes environnementales de construction très hautes, c'est-à-dire qu'on désire faire par exemple des logements en autosuffisance énergétique, en réalité, on baisse la consommation énergétique, donc c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour les foyers, parce que les foyers, eux, n'auront pas justement cette surtaxe en consommation d'énergie. Ça coûte plus cher à construire. Ça coûte plus cher à construire, mais à un moment, je pense qu'il faut être très ambitieux lorsqu'on fait de la politique. Et puis c'est souvent, pardonnez-moi, c'est souvent très laid quand même. Hein. Un bon mur en pierre d'1 mètre, c'est quand même beaucoup plus joli. Avec un toit et en plus chaume. Efficace. Bertrand Perrier. Oui. Alors, je ne m'aventurerai pas du tout sur les questions scientifiques de lien entre l'activité humaine et le réchauffement climatique qui me paraissent extrêmement débattues. Oui, enfin, débattues. Oui, enfin, de moins en moins, parce que le GIEC a dit la messe. Hein. Et par ailleurs, vous vous dites, est-ce que les activistes en font trop? Bah oui, c'est le principe d'un activiste, hein, c'est d'en faire trop. L'activiste, ça ne prend pas le thé dans un club anglais. Donc, il est normal que pour une action coup de poing, bah oui, on fasse ça. Bon, c'est très intéressant. Je trouve intéressante aussi cette jeune fille, Greta Thunberg, dans son discours, parce que finalement, c'est une très jeune fille, et elle renvoie aux adultes l'image de leur propre irresponsabilité. Elle dit, ce serait à vous de le faire, et on vous réclame de le faire, parce qu'on est plus responsables, nous les jeunes, que vous qui n'avez aucun sens de la cohérence de vos ambitions. Et puis une dernière chose peut-être sur la pétition que vous avez évoquée, qui est assez intéressante, même presque juridiquement, même totalement juridiquement d'ailleurs, puisque il y a une demande préalable qui a été faite au ministre pour qu'il mette en œuvre un certain nombre d'engagements qui ont été pris par la France dans le cadre de la COP21 et de la COP24. Et donc, il y a juridiquement l'idée qu'à partir du moment où on n'a plus confiance, et c'est ça que finalement, avec les Gilets jaunes, il y a presque une forme de parallèle de convergence des luttes et d'intersectionnalité, comme on dit aujourd'hui, puisque finalement, les uns comme les autres posent un défi à la représentation démocratique classique, les uns en voulant la bypasser par des assemblées citoyennes et les autres en voulant la bypasser par le juge. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a pas de prise sur l'État et que finalement, la seule chose qu'on peut faire pour contraindre l'État à agir dans un sens ou dans un autre, c'est soit des manifestations violentes d'un côté, soit la saisine du juge, et que le seul qui pourrait contraindre l'État, c'est le juge. Donc je trouve qu'il y a, dans un cas comme dans l'autre, une sorte de méfiance à l'égard des institutions électives, puisque finalement, le juge n'a pas de légitimité élective, mais on va le chercher pour qu'il aille imposer quelque chose à l'État qui devrait le faire démocratiquement. Et ce type de procédure peut aboutir à quelque chose ou le juriste que vous êtes est dubitatif? Non, mais elle est plus symbolique qu'autre chose, mais elle n'est pas stupide du tout. La preuve en est que ça a marché ailleurs. Et qu'aux Pays-Bas, il y a eu une action totalement identique qui a abouti à ce que le juge contraigne l'État à prendre des mesures. Donc ça n'est pas du tout juridiquement stupide. Quelques points de vue de nos internautes. R34 nous dit on n'aura pas la surtaxe chauffage, mais on le paye largement à la construction. Oui, donc ça, voilà, on parlait du coût de la construction, effectivement. Jean-Michel nous dit bientôt 10 milliards d'habitants sur la planète, il y aura toujours une urgence sociale. Ce qui nous ramène à cet aspect peut-être malthusien de l'écologie. Adrien Matou, vous le décririez aussi comme ça, ce mouvement? C'est-à-dire, en fait, peut-être que quand ils nous disent il faut moins de croissance, voire moins d'habitants, il y a une idéologie derrière ça? Alors l'idéologie de la décroissance n'est pas à confondre avec le malthusianisme, même si le malthusianisme est décroissant. Je pense le malthusianisme, c'est de la démographie au départ. Oui, bien sûr. Mais là, on faisait référence à la sortie d'un député écologiste qui avait dit il faut qu'on arrête de faire des enfants, etc. Pour le coup, les décroissants, à mon avis, s'attaqueraient plutôt au système économique et au mode de production que
Par exemple, je sais qu'une des revendications qui est souvent évoquée, c'est l'interdiction des vols d'avions intérieurs dans un même pays. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le nombre d'enfants qu'on a, quoi. Oui. Au contraire, il faut mettre dans la voiture. Si on veut. Ouais. Ok. Plutôt le train, je crois. Hein, ouais. On passe à un sujet qui n'a rien à voir. Mercredi dernier, c'était le dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui se tenait dans une ambiance particulièrement lourde avec la recrudescence des actes antisémites. Le président de la République, comme prévu, a annoncé une future loi, elle est en préparation, pour renforcer la lutte contre l'antisémitisme. Et voici concrètement à quoi pourrait ressembler cette loi. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité dans les meilleurs délais et enfin appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, les dites plateformes. Alors, on a eu envie de reparler de ce sujet parce que depuis mercredi soir, il y a un débat aussi, car le président de la République a annoncé que la France allait adopter la déclaration de l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Et cette déclaration indique notamment que l'antisionisme peut être une forme d'antisémitisme, c'est-à-dire la critique, voire la négation d'État d'Israël. Et du coup, certains disent, attention, il ne faut pas qu'il y ait de limites à la liberté d'expression. Peut-être va-t-on commencer par écouter l'avocat sur ce sujet. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à de tels projets, Bertrand Perrier ? D'abord, méfions-nous des législations qui sortent à Birato parce qu'on a un mouvement d'humeur. Je crois qu'on a déjà un arsenal extrêmement fort pour lutter contre les propos antisémites ou plus généralement homophobes, racistes, et que c'est plutôt une question de mise en œuvre. Alors là où le président de la République a probablement raison, où il y a peut-être encore un angle mort, c'est sur les réseaux, pour essayer d'être plus efficace dans l'identification des auteurs de ce type de message et dans la répression. Mais je crois que l'arsenal législatif, pour la grande majorité, existe, mais il existe depuis fort longtemps. Il existe depuis les lois Pleven dans les années 70 qui ont commencé à pénaliser. Après, sur la question de principe, est-ce qu'une idée peut être une infraction ? Je crois qu'on vit dans une société qui est tellement fracturée que nécessairement oui. Est-ce que finalement ce n'est pas leur faire trop d'honneur que de les interdire ? Est-ce que finalement elles ne mourraient pas un peu comme des bactéries anaérobies qui ne vivent que dans un milieu clos et qui, une fois qu'elles sont mises à l'air libre, meurent immédiatement parce qu'elles sont tellement idiotes, débiles, monstrueuses que évidemment elles ne résistent pas un instant au débat ? Est-ce que finalement ce n'est pas leur faire trop d'honneur que de les soustraire au débat ? Je ne sais pas, c'est évidemment très complexe. Je crois malgré tout qu'on vit dans une époque de telle tension, on le voit avec l'affaire Finkielkraut, hein, que je préfère que finalement, oui, parfois être con, c'est être délinquant. Laurence Marchand. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, effectivement, je partage pas parfaitement votre avis. C'est que je pense qu'on a un arsenal juridique qui est parfaitement adapté à la situation et qu'on est vraiment dans une espèce de course et d'accélération à la loi à chaque fois qu'il y a de l'émotionnel dans notre pays. Là où je suis plutôt déstabilisée et en colère, on peut le dire comme ça, c'est que ça fait quand même une quarantaine d'années que ça dure, cette montée de l'antisémitisme. Elle s'adosse principalement sur l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien qu'on a importé dans nos banlieues, notamment à la base une certaine gauche, hein, notamment les communistes. Il faut rappeler l'épisode d'Aubervilliers il y a quelques années qui a fait citoyen d'honneur un Palestinien qui était aussi un terroriste, qui était enfermé en Palestine pour terrorisme. Donc c'est quand même assez révélateur de ce qui se passe dans nos banlieues, c'est-à-dire qu'on a importé ça pour des raisons clientélistes et puis au fur et à mesure du temps, eh bien, on a fini par laisser penser qu'être antisioniste, c'était effectivement être antisémite. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut combattre, c'est d'abord l'ignorance crasse, parce que malheureusement, être antisioniste, c'est être contre la création d'un État d'Israël, ce n'est pas être contre la politique de Netanyahou. Et je suis désolée, mais si demain quelqu'un n'est pas d'accord avec la politique de Trump, on ne va pas dire « je suis anti-américain » et on va rayer les États-Unis de la carte. La question, elle doit être réglée par des engagements forts politiques, à mon sens, de la France pour la création de 2 États et la reconnaissance d'un État palestinien. Mais là, pour l'instant, on préfère mettre la poussière sur le tapis, on préfère aussi ne pas combattre la montée de l'islam radical en France, qui est quand même une vraie plaie. Et il va falloir réellement s'intéresser à ces questions-là. Adrien Matou.
D'abord, je voudrais revenir sur l'initiative du président de faire cette annonce au dîner du CRIF. À mon avis, c'est une grande erreur, parce qu'il l'a dit, l'antisémitisme, c'est l'affaire de tous les Français. Or, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient au dîner du CRIF, qui est quand même une institution communautaire qui, en plus, est loin de représenter, malgré son intitulé, l'opinion de l'entièreté des Juifs de France. Et je trouve que cette annonce donne l'effet d'une espèce de marchandage, comme s'il était obligé, parce qu'il est devant les représentants du CRIF, de faire des annonces assez fortes sur l'antisionisme avant de dire en coulisses « ne vous inquiétez pas, ça ne rentrera pas dans la loi, on n'interdira pas l'antisionisme ». Donc déjà, je pense que sur le plan de la communication, il y a une erreur. Mais vous ne pensez pas que c'est l'actualité qui impose de prendre ce genre de décision ? Dans un premier temps, il a dit dans une conférence de presse que l'antisionisme ne serait pas interdit. Et ensuite, il vient au dîner du CRIF pour dire qu'ils vont faire quelque chose. Donc je pense que ça donne l'impression d'une espèce de marchandage communautaire assez malsain. Alors ensuite, sur le fond de la question, il y a un grand problème avec le mot antisioniste, parce qu'il ne veut pas dire du tout la même chose dans la bouche de tous ceux qui le prononcent. Je connais plein de gens qui sont simplement critiques de Netanyahou, qui disent « je suis antisioniste », alors que techniquement, être antisioniste est être opposé à l'existence de l'État d'Israël. Et même cette notion, elle a changé de sens depuis que l'État d'Israël existe, parce qu'avant que l'État d'Israël soit créé, il y a énormément de Juifs qui étaient antisionistes. Alors, il y en a encore. Bon, ils sont peut-être un peu plus minoritaires maintenant. Et aujourd'hui, être antisioniste, c'est être favorable au démantèlement de l'État d'Israël, techniquement. Ce qui, à mon avis, quand on réfléchit aux conséquences sur les Juifs qu'aurait le démantèlement d'Israël, peut comporter une part d'antisionisme. Mais de manière générale, la simple démonstration que je viens de faire sur les différentes manières d'interpréter l'antisionisme montre que c'est une mauvaise idée d'essayer de légiférer contre une idée politique, surtout que, par exemple, si on prend l'affaire Finkielkraut, l'individu Benjamin W qui dit « sale sioniste de merde, rentre à Tel Aviv », ça, un juge peut très bien dire qu'il y a de l'antisémitisme qui se cache, donc il n'y a pas la peine de faire rentrer une nouvelle notion. Ce genre de cas peut déjà être traité, en fait. Et cet homme qui agresse verbalement Alain Finkielkraut probablement connaît la loi. Et donc, il ne dit pas sale juif, il dit sale sioniste. Oui, il connaît la loi, mais les juges savent très bien que derrière sale sioniste, on peut pénaliser l'antisémitisme. Alors que dans d'autres cas... L'affaire Dieudonné le démontre très bien, d'ailleurs. Dieudonné a été condamné pour ses propos. Ouais, alors qu'il n'arrête pas de dire antisioniste. Avant de continuer le tour de table, je vous donne le point de vue des internautes. On vous a posé une question assez précise sur le sujet de la levée de l'anonymat sur Internet, pour savoir si ça représenterait une menace pour la liberté d'expression dans le cadre de la loi contre l'antisémitisme. C'est assez partagé. Vous êtes quand même une majorité réelle, 58%, à considérer que oui, ça pourrait être une menace. Et puis voici quelques commentaires. Celui d'R34 qui nous dit « On a suffisamment de lois pour gérer les excès, il suffit de les appliquer. Toutes les lois mémorielles sont une atteinte à la démocratie. » Bamino nous dit aussi, sous couvert de vouloir lutter contre la haine, on limite nos libertés individuelles. Notre arsenal est déjà largement suffisant. Et puis je vous livre cette réflexion un peu fataliste, Johan. Il y a et il y aura toujours des antisémites. Toutes les lois du monde n'y suffiront jamais. Guillaume Bernard, votre point de vue? Alors, la première des choses, c'est qu'effectivement, la position du président de la République, elle est quand même pas très claire, elle est un peu floue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il nous dit que l'antisionisme ne sera pas judiciarisé, puis ensuite que finalement, il y aura une définition étatique de l'antisémitisme qui va introduire, qui va reprendre à son compte, pour la formation des agents publics, la question de l'antisionisme. Il est certain qu'on peut dissimuler de l'antisémitisme sous le masque de l'antisionisme, c'est évident. Mais il me semble quand même qu'il y a deux choses différentes. Le fait de viser l'être des Juifs pour, je dirais, les persécuter, et le fait de combattre une doctrine ou une politique, ça ne me paraît pas être quand même tout à fait la même chose. Et par conséquent, effectivement, je crains que le fait d'introduire l'antisionisme dans la définition de l'antisémitisme ne renforce les positions antisémites de tous ceux qui feignent de croire que les conflits qu'il pourrait y avoir entre l'islamisme et l'Occident ne datent que de 1948. Alors, c'est, me semble-t-il, je dirais, derrière la question, religieuse ou la question idéologique, un des enjeux qui est fondamentaux, c'est-à-dire que l'hostilité de tous ceux qui prennent fait et cause pour les Palestiniens contre l'Occident vient de ce que l'Occident soutiendrait
l'État juif. Or, l'hostilité de l'islamisme envers l'Occident, elle date d'avant la création de l'État juif en 1948. Donc, par conséquent, je suis extrêmement circonspect sur le fait de mettre sur un même plan ce qui est une persécution des êtres et ce qui est une, je dirais, analyse ou une dénonciation d'actes, une doctrine ou une politique. Et je ne suis pas du tout certain que ce soit une bonne idée d'assimiler les deux et de rentrer les deux, d'autant plus qu'on l'a dit tout à l'heure, je sais bien qu'ils ne sont pas très nombreux, mais aussi bien des juifs militants antiracistes que des juifs extrêmement religieux sont antisionistes. D'ailleurs pour des raisons totalement opposées, mais il n'empêche qu'il y a des juifs antisionistes. Alors on va se retrouver dans une situation, si jamais on judiciarise l'antisionisme, avec le risque de se retrouver avec des juifs condamnés pour antisémitisme. Alors là, j'avoue que la situation deviendrait totalement ubuesque. Bertrand Pariel disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de lois pour essayer de lutter juridiquement et judiciairement contre la haine, contre les haines et pas seulement l'antisémitisme. Et pourtant, on voit bien que ça a un succès assez limité. La preuve, c'est qu'il faut en faire sans arrêt de nouvelles. Vous le connaissez sûrement déjà, mais je voudrais juste vous reciter le premier amendement de la Constitution des États-Unis qui prend l'exact inverse de la position française. Je vous rappelle juste cette phrase. Le Congrès ne pourra faire aucune loi ayant pour objet l'établissement de limiter la liberté de parole ou de presse. Bertrand Perrier, finalement, est-ce que c'est pas ça la meilleure solution? C'est ce que vous disiez un petit peu d'ailleurs en disant, mais laissez-les s'exprimer et puis leur outrance se périmera d'elle-même. J'ai pas dit ça, j'ai mis ça comme une hypothèse, je ne le fais pas mien. Mais ce qui pose problème et qui est très intéressant dans ce premier amendement, c'est que le principal obstacle à la répression de l'expression d'opinion antisémite, c'est le caractère international. C'est où sont situés les fournisseurs d'accès, peut-être aux États-Unis, et donc il y a un problème du caractère transfrontalier des idées qui, par hypothèse, et de la territorialité de la loi. La France peut légiférer pour elle-même, elle ne peut pas légiférer pour des propos qui seraient tenus ailleurs, dans des États qui auraient une autre vision de la liberté, et une vision complètement absolue de la liberté, comme les États-Unis, ainsi que l'illustre le document que vous passez à l'antenne. Donc, probablement que, là aussi, l'un des principaux obstacles, c'est justement ça, c'est comment aller chercher ailleurs que chez nous, si c'est possible, les propos qui se diffusent inévitablement chez nous. Et sur le principe, vous pensez que les Américains sont dans l'erreur avec cette approche très, très, très libérale de ces sujets de délit d'opinion ? Non, moi je suis plutôt favorable au premier amendement des États-Unis. Je ne sais pas s'il est transposable, mais en tout cas, il est certain que la liberté d'expression connaît des limites, c'est-à-dire que tout ne peut pas être exprimé parce qu'il y a une société, il y a des tabous, il y a une tradition, il y a une culture, donc il est logique qu'il y ait des limites, mais ces limites, c'est l'atteinte aux personnes, c'est pas l'expression d'idées. C'est-à-dire que la diffamation, la calomnie, on voit quand même qu'il y a quand même un continuum entre l'expression de l'antisémitisme et les actes antisémites d'atteinte aux personnes. Donc c'est compliqué. Voilà, mais voilà, il y a un continuum. On peut collectiviser la responsabilité entre celui qui commet l'acte et celui qui aurait. Si, probablement. Il y a un lien entre l'expression de l'homophobie et l'acte violent homophobe. On ne peut pas scinder les deux et se dire finalement le propos ça va, mais l'acte ça ne va pas. C'est très compliqué de faire le départ entre l'un et l'autre parce qu'on voit bien que l'un est le prélude à l'autre. Il y a effectivement ce problème-là, c'est-à-dire que le déchaînement sur les réseaux sociaux, sous couvert d'anonymat, pose problème parce qu'il y a eu banalisation pendant des années de ces propos homophobes, sexistes, racistes, antisémites, et puis finalement aucune punition, puisque quand on signale ces propos-là, et moi ça m'arrive régulièrement, eh bien ils ne sont pas supprimés par les réseaux sociaux. On les laisse en l'état. Et je peux vous garantir que c'est des centaines qui peuvent arriver sur une seule journée et il ne se passe rien. En particulier sur Twitter, paraît-il. En particulier sur Twitter, qui est spécialement, effectivement, qui est une vraie spécialité, puisqu'en fait, il y a une organisation aussi en format d'étoile qui fonctionne très très bien. Donc, il y a ce premier problème. Et puis, suite à ça, les Gilets jaunes ont aussi été un formidable vecteur pour tout ce qui est circulaire, qui s'est passé tout autour, où on voit bien qu'il y a eu cette infiltration d'extrême gauche, d'extrême droite, mais aussi d'islamisme, qui se sont emparés du mouvement en se disant c'est aussi une merveilleuse façon de déstabiliser le pouvoir. Et on voit bien que c'est exactement ça qui est à l'œuvre.
œuvre, et que du coup, il y a eu une libéralisation complète de la parole, puisque ces personnes se permettent d'avoir des propos qui, pour moi, sont des propos antisémites, avec un visage totalement découvert. Sur les États-Unis, juste, il y a quand même des conséquences sur le débat public. Par exemple, aux États-Unis, il y a quand même un temps de parole qui est trusté par des gens. Par exemple, aux États-Unis, on peut être néo-nazi sans aucun problème et défiler dans la rue, quoi. Et je pense quand même que ça aurait des conséquences sur le débat public aussi, à examiner de près, quand même. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même histoire que nous, c'est ça que vous dites. Voilà. Donc on peut, Bah oui, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que leur puritanisme les fait censurer la nudité sur Internet de manière très stricte, alors qu'on peut être néo-nazi sans aucun problème. On voit la différence culturelle profonde quand même qu'il y a entre les Américains et nous. Okay. Bon, je vous propose de terminer cette émission avec un sujet heureusement plus léger. En 2024, ce seront les Jeux Olympiques à Paris. Et jusqu'à présent, il y a, figurez-vous, 28 disciplines sportives qui sont prévues pour les Jeux Olympiques, qui sont enregistrées. Il pourrait y en avoir 4 de plus en 2024. C'est le Comité international olympique qui va devoir décider ça à partir de la proposition du Comité olympique français. Les 4 seraient l'escalade, le surf, le skateboard et le breakdance, figurez-vous. Alors, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que c'est mon activité préférée du week-end. Mais comme ce sujet a quand même un grand enjeu, on a demandé les lumières du meilleur spécialiste, qui est le patron du service des sports du Figaro. La présence du surf, de l'escalade et du skateboard dans la liste des sports additionnels pour Paris 2024 est très logique, car c'est des sports qui sont déjà en démonstration du côté de Tokyo, des Jeux de Tokyo en 2020. En revanche, effectivement, la grande surprise, c'est le breakdance. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce breakdance ? De ne pas forcément être un vrai sport. Il y a plein de disciplines qui attendaient pour intégrer ces JO, le billard, le squash, qui n'ont pas été retenus et qui effectivement sont aujourd'hui excessivement déçus, voire en colère. L'atout du breakdance, c'est quoi ? C'est effectivement d'être assez proche d'un univers qui correspond bien aux JO de Paris 2024 et notamment la Seine-Saint-Denis, car effectivement, l'un des objectifs, l'une des contraintes qui avait été imposée par le CIO pour ces sports additionnels, c'était qu'on ne crée pas d'infrastructures supplémentaires et que ces nouvelles disciplines collent finalement aux Jeux de Paris 2024 et aux aspirations du CIO. Depuis toujours, le CIO intègre de nouveaux sports, des petits sports qui ne sont pas très connus. Et tout ça, pourquoi ? Pour rajeunir son image, pour aller un petit peu plus loin, pour faire du jeunisme presque, j'ai envie de dire. Et c'est la limite effectivement de ce breakdance, c'est de se retrouver finalement avec des jeux qui pourraient perdre leur âme. Alors, nous avons hâte d'avoir votre point de vue sur ce sujet. Je vais vous donner celui des internautes du Figaro, puisque c'était la question d'hier sur le Figaro.fr. Faut-il introduire le breakdance aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ? C'est plutôt non, pour être tout à fait honnête, puisque 87% des près de 30 000 votants y sont défavorables. Bertrand Perrier, ce sujet a l'air de vous amuser. Alors, et vous ? Est-ce que, pour reprendre les arguments de Martin Couturier, c'est un peu du jeunisme, 2, c'est aussi un clin d'œil à la banlieue parce que ça va se passer en Seine-Saint-Denis. Il y a plusieurs choses. Le breakdance, c'est d'abord une contre-culture. C'est une culture rebelle, c'est une culture de gangs qui s'opposent entre eux et qui sont plutôt antisociaux à l'origine. Et donc, il y a aussi l'idée d'une récupération. C'est-à-dire qu'on institutionnalise cette danse qui est plutôt rétive à l'embrigadement dans des codes, dans des règles. D'ailleurs, la question des critères de jugement se posera inévitablement. Reste qu'il y a déjà des compétitions de break. Et là où c'est intéressant, c'est que ces compétitions de breakdance sont sponsorisées aujourd'hui par des marques d'alcool fort, notamment. Et donc, c'est peut-être pas inintéressant non plus qu'on fasse rentrer cette culture urbaine dans le cadre de Jeux Olympiques officiels pour permettre aussi de les populariser, de les passer à la télévision et de les cadrer un peu. Alors après, est-ce que ça perd son âme parce que ce serait une culture par hypothèse rebelle? C'est aussi probablement un peu le cas. Est-ce que c'est lié au fait que c'est en Seine-Saint-Denis? Oui, peut-être. Est-ce que c'est une raison pour bouder son plaisir? Probablement non. Moi, je suis plutôt favorable. C'est une reconnaissance d'un art. Après tout, il y a plein de disciplines olympiques qui relèvent, je pense au ski de boss, où il y a une notion esthétique nécessairement subjective. Même dans le patinage, il y a aussi ça. C'est une autre épreuve esthétique, technique aussi. Et donc, ça ne me choquerait pas que le breakdance fasse son entrée aux Jeux Olympiques. Alors, les points de vue de nos internautes, c'est assez partagé. Jean-Michel nous dit le breakdance tel qu'il est pratiqué est très sportif. Alors que Pat Cru nous dit, et pourquoi pas le tango et les mots croisés. Et puis Zovo, qui a peut-être des petites arrière-pensées en tête, on va avoir plein de médailles, pas bête, point d'exclamation. Adrien Matou. Mais en fait, il y a un débat qui est passionnant, qui est ouvert par cette question. Mais c'est pour ça qu'on l'a ce soir. C'est qu'est-ce que c'est qu'un sport? Qu'est-ce que c'est qu'un sport olympique? Parce que c'est vrai que le breakdance, on a une espèce de réticence
inconsciente quand on voit le breakdance va rentrer au JO. Alors peut-être pas pour Bertrand d'ailleurs. Mais on ne sait pas comment la formaliser parce qu'on se dit c'est pas un sport, c'est une danse, etc. Mais il y a déjà des sports qui sont sur note, ce qui d'ailleurs a créé pas mal de problèmes parce que la corruption des juges c'est beaucoup plus facile que la corruption du chronomètre. Par exemple le patinage. Voilà, par exemple le patinage ou même la gymnastique. Mais c'est assez intéressant quand même parce que c'est vrai qu'il y a cette volonté un petit peu artificielle quand même de casser l'image des JO, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a un nombre limité d'épreuves quand même. Alors il n'y a plus un nombre limité de sports parce que la limite de 28 sports va sauter. Mais il y a un nombre limité d'épreuves et ce serait quand même, à mon avis, dommage, même si je n'arrive pas à le formaliser de manière explicite, de virer des sports peut-être plus classiques pour faire de la place au breakdance, qui est quand même un coup de com', quoi. Laurence Marchand. Alors, plusieurs choses. D'abord, moi, je pense que les Jeux Olympiques, l'objectif des Jeux Olympiques, quand on les accueille dans un pays, c'est aussi de pouvoir faire rayonner nos valeurs, notre culture, notre patrimoine. Et personnellement, j'aurais préféré, par exemple, qu'on mette la pétanque. Bon, c'est un choix personnel. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il faut aussi se poser la question de la façon dont les Jeux Olympiques vont se passer dans notre pays. Les Jeux Olympiques, depuis plusieurs années, ne respectent plus l'article 50 de la Charte des Jeux Olympiques qui impose la neutralité politique, philosophique et religieuse sur les stades. On le voit notamment avec le port du voile d'un certain nombre d'athlètes, de sportives. Et la question... Qui est admis aux Jeux Olympiques qui est admis aux Jeux Olympiques depuis plusieurs sessions. Donc la vraie question, elle se pose à mon avis là. C'est est-ce que la France va accepter qu'on continue à transgresser cette charte? Est-ce qu'on va continuer à accueillir sur notre territoire des pays qui appliquent une transgression aussi de l'égalité femmes-hommes dans leur propre pays? Je pense par exemple à l'Iran et à l'Arabie Saoudite qui sont des pays qui pratiquent un apartheid sexiste, alors qu'il y a quelques années, lorsque l'Afrique du Sud pratiquait un apartheid raciste, on les avait exclus. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le rôle de la France, ça serait d'avoir un rôle fort sur le CIO pour faire en sorte que ces pays, comme l'Afrique du Sud en son temps, ne soient pas admis à participer aux épreuves tant qu'ils ne se mettent pas aux normes en termes d'égalité femmes-hommes. Et maintenant, voici le moment tant attendu de cette émission. Nous allons enfin savoir ce que Guillaume Bernard pense du breakdance. Eh bien, écoutez, figurez-vous que je ne me doutais absolument pas qu'un tel sujet puisse donner lieu à des arguments aussi intéressants. Effectivement, aussi intéressants. Parce que très franchement, moi, ma position, elle était tout simplement celle-ci. Je me moque complètement de savoir quelles sont les épreuves qui sont aux Jeux Olympiques. Vous êtes admis de tout sport. Et j'avais plutôt le sentiment, au départ, que tout simplement, plus vous élargissez le nombre d'épreuves, ou en tout cas de sports représentés, plus vous êtes susceptible d'avoir de téléspectateurs, et plus vous pouvez faire du business. Moi, il me semble qu'il y a peut-être ça qui est derrière, et que, je dirais, l'acte gratuit, la beauté du geste de la lutte gréco-romaine à l'époque antique a un tout petit peu disparu. Voilà mon avis extrêmement érudit sur la question. Est-ce que c'était le dernier mot ou est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alors, on a tout dit. On a quand même croisé la Grèce antique et le breakdance. Il n'y a qu'au Figaro qu'on peut avoir ce télescopage des mondes. C'est magnifique. Et maintenant, nous pouvons partir en week-end sereinement après un tel succès. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et à lundi pour une prochaine émission de Point de vue. Très bon week-end.